Yes! C'est encore moi, El Diego Almano Marahona, man! Bienvenue, nouvel épisode de Enrichissez votre futur dans les studios Parler. Donc, le podcast va parler de finances, immobilier et des meilleures stratégies, comment faire pour s'enrichir financièrement. Yes! Qui est Nancy Célestin? C'est une bonne question. Yeah. Parle avec Nancy. Yes. Alors, moi, ben là, premièrement, tu sais, je suis courtière hypothécaire pour Équipe Lupien Hypothécaire. Oh, wow. D'accord. OK. Donc, c'est un travail autonome. Alors, mon travail, c'est d'obtenir une approbation hypothécaire pour quelqu'un qui veut acheter. OK. Comment Parenthèse. Je sais qu'avant ça, Ouais, tu étais avec Multiprêt. j'étais avec Multiprêt. Exactement. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et tout. Bon, tu sais, la pandémie, on a eu la pandémie, donc il y a eu un petit peu un arrêt. OK. Et puis, je me suis questionnée un petit peu sur mes besoins, tout ça. Puis, j'ai un autre amour qui est le droit aussi. Oh, wow. Ouais, donc j'ai enseigné le droit immobilier au cégep. Alors, j'enseignais au courtier immobilier, j'ai enseigné la technique juridique. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup vulgariser. OK. C'est important pour moi dans la communication. Quel que soit ce que j'ai à expliquer, j'aime le faire simplement. Alors, je suis retournée à cet amour-là, qui est le droit immobilier. Donc, je suis retournée à ma profession d'avocate. Alors, j'ai travaillé chez Stewart Title, du côté... Attends, comment? Stewart Title. Short Title. Stewart Title. OK, Alors, OK. donc, c'est en assurance titre. OK. Quand tu achètes une maison, et puis disons que la maison a un garage à côté, mais le garage a été construit sans autorisation, donc sans permis de la ville. Donc, le notaire va te proposer une assurance titre que si la ville t'envoie un avis pour détruire le garage, à ce moment-là, ben, c'est l'assureur qui prend en charge les frais de démolition. OK. Donc, moi, je travaillais dans le contentieux, donc à représenter les assurés qui s'en vont en cours, des choses comme ça, là, à représenter Stewart OK. Title. Fait que la job vraiment plate. Là. On peut dire, mais moi, j'aime la job d'analyse. C'est pour ça que je suis courtière hypothécaire aussi. OK. Ouais. Nice. Puis là, maintenant, tu fais quoi exactement? Est-ce que tu es avocate? Est-ce que tu es courtière? J'ai Explique-nous. encore mon titre d'avocate. OK. Par contre, j'aime beaucoup... Moi, ce que j'aime, parce que quand j'ai travaillé chez Stewart Title, j'étais juste dans des dossiers. OK. Et ce qui me manquait, finalement, c'est le contact humain. OK. J'adore le contact humain. J'aime rencontrer, par exemple, tu sais, un nouvel arrivant qui... je trouve ça impressionnant, moi, quitter ton pays, puis arriver dans un appartement, faire des enfants au Canada, puis essayer de trouver une solution pour acheter une maison. Fait que moi, rencontrer des gens, puis leur expliquer comment faire, tu sais, c'est quoi ta mise de fonds, est-ce que ton salaire, c'est bon pour acheter? Qu'est-ce que ton salaire te permet d'acheter comme maison? Si je dois l'expliquer en créole, je vais l'expliquer en créole. Ouais, c'est bon, ça. Donc, c'est quelque chose que j'aime, travailler avec les êtres humains. J'ai une satisfaction, comme toi, Maradona. Oui, effectivement. Ouais. Dans le domaine qu'on est, si on n'aime pas travailler avec le public, Ça marche pas. ça ne marche pas. Ça marche pas. Effectivement. Puis, tu sais, on fait pas de jugement sur les gens aussi. Tu sais, quelqu'un qui a pas un bon crédit, moi, j'ai jamais jugé ça. Tu sais, parce que pour moi, t'as pas un bon crédit, mais tu sais quoi, c'est pas éternel, là. Ouais. mais je pense que tout le monde a passé par là. Tout le monde a Ouais. passé par là. Tout le monde qui a eu des bons, mauvais crédits. Puis, comme tu l'as dit, c'est pas éternel. Fait que c'est juste s'asseoir, voir un professionnel, Ouais. contacter Nancy. Elle va pouvoir vous aider afin d'améliorer votre crédit. Il y a du monde, des fois, tu sais, on va dire, ils oublient. Ils font pas leur budget. Ouais. Puis, ils oublient de payer, on va dire, un téléphone. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que souvent, le monde perd beaucoup de points
à cause qu'ils n'ont pas payé leur téléphone. C'est une affaire banale, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis ils perdent des 20, 30 points. Ouais. Puis là, par la suite, ils viennent voir, ils disent, oh, maintenant, je vais acheter. Mais quand on regarde leur score de crédit, on voit que c'est plus bas que d'habitude. Là, on regarde, voir c'est quoi la raison. On voit que c'est à cause du téléphone. Des affaires banales. On a la solution. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on connaît la solution. Et c'est pas tout le monde qui connaît cette solution-là. Tu sais, alors on va te dire, oui, t'as pas payé ton cellulaire, mais tu sais quoi? Arrête de faire ça. C'est tout. Puis on va trouver des solutions. Puis si tu nous écoutes, mais le résultat sera celui que tu voudras. Nice. Là, maintenant, Nancy, je veux savoir pourquoi tu as choisi de rentrer dans l'immobilier. Comme, qu'est-ce qui t'a fait cliquer? Tu sais quoi? Je vais rentrer dans l'immobilier. À la place, je ne sais pas moi, de travailler dans un autre domaine. C'est quelque chose que j'aime, l'accomplissement de petits projets. Okay. Alors, chaque client, pour moi, est un petit projet et j'ai une grande satisfaction d'aider quelqu'un à devenir propriétaire, vraiment. Et j'ai cette satisfaction aussi, bien sûr, pour ma communauté, of course. Je pense que les immigrants, on est beaucoup propriétaires, que ce soit de locatifs. On s'organise toujours avec le peu qu'on a. C'était le cas de nos parents pour devenir propriétaires. Donc, pour moi, l'immobilier, c'est encore une fois, c'est le contact avec les gens. Puis c'est la satisfaction de réussir un dossier que quelqu'un pensait que jamais il pourrait devenir propriétaire, puis finalement, il est devenu propriétaire. C'est extraordinaire. Oui, effectivement. On a fait une transaction dernièrement, Ouais. tu m'as référé des clients. Puis, effectivement, tu l'as dit, c'est la satisfaction lorsque on a eu l'acceptation finale de la banque. Comme ils m'ont vraiment remercié, puis ça a vraiment fait vraiment chaud au cœur. Puis, j'en fais souvent des transactions. Puis c'est lorsque tu réalises que la personne, pendant des semaines, des mois, cherche, puis finalement on a trouvé la maison adéquate pour eux. Puis ils te remercient, wow, ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est une combinaison parce que moi, je travaille au niveau financier, mais il me faut un courtier immobilier aussi qui connaît le marché. Tu sais, il faut le courtier comme toi, Maradona, qui donne confiance aux clients pour dire, écoute, tu veux devenir propriétaire d'un locatif, tu as déjà une maison, peut-être que Montréal, ce n'est pas la solution, selon le budget qui t'est accordé. Mais il y a des régions environnantes qui sont très intéressantes, qui vont te permettre de réaliser ton projet. Puis on est en 2022, je veux dire, le paiement du loyer, ça se fait par virement Interac. Tu sais, tout se fait en ligne maintenant. Fait que probablement, dans ta vie de propriétaire, si tu achètes à Trois-Rivières, c'est ce que tu me disais. Exactement. Tu as peut-être à te déplacer 1 à 2 fois par année. Puis même là. Même là, regarde, j'ai fait une transaction dernièrement, personnellement, au mois de septembre. Puis jusqu'à présent, je ne me suis jamais rendu là-bas. Là. J'ai acheté à Trois-Rivières, j'ai été visiter, j'ai fait l'inspection. Puis jusqu'à présent, ils m'envoient les virements et tout. C'est un 4plex. Donc, il y a 2 locataires qui m'ont donné des chèques post-datés, puis il y en a 2 autres, vu que c'est des jeunes, donc c'est des virements Interac et tout. Puis jusqu'à présent, ils ne m'ont jamais appelé. Ils m'appellent des fois le 29, le 30, pour dire « Oh, Maradona, oublie pas, je t'ai envoyé l'argent. » Il y en a d'autres, des fois, j'oublie d'encaisser le chèque. Il y en a un, j'ai encaissé le chèque le 4. Il m'a dit « Maradona, regarde, je veux que tu le passes le premier. » J'ai dit « OK, pas de problème. » C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. C'est ça. Donc, effectivement, tu as raison. Il ne faut pas seulement penser Montréal lorsque tu veux investir. C'est ça. Si tu peux investir à Montréal, tant mieux. Mais il y a un budget à Montréal. Donc, si tu as le salaire qu'il faut, tu as le crédit et tu as la mise de fonds, puis que ta mise de fonds te donne, selon le calcul, tu as 400 000, puis tu veux absolument gérer des locataires, fais-le au Québec. C'est tout. Ouais. Tu vas l'avoir quand même. Effectivement. Fait que c'est ça. Si tu avais des secteurs, comme tu l'as dit, pour investir, ça serait quoi? Si, admettons, on va dire, la personne veut investir dans
le multilogement. Un triplex, quatreplex, simplex, jusqu'à huitplex. C'est quoi, on va dire, tes 5 secteurs que tu allais favoriser? Bon, c'est sûr que le premier secteur, c'est Montréal. Parce que, Pourquoi Montréal? ben, c'est que quand tu veux investir en immobilier, les loyers sont importants pour toi. C'est sûr. Parce que quand tu veux revendre, la rentabilité de ton immeuble repose aussi sur les loyers versus ton solde hypothécaire. Donc, c'est sûr que Montréal, ça demeure un choix intéressant de toutes les façons possibles. Montréal aussi, parce que Montréal, c'est une vieille ville. Et comment c'est construit Montréal? Ben, les secteurs comme Saint-Michel, Montréal-Nord, Ahuntsic, Saint-Léonard, c'est tous des secteurs dans l'histoire qui appartenaient, je crois, aux Italiens, qui ont construit beaucoup. Ouais. Fait que, puisque eux autres aussi en famille, ben, c'était important pour avoir la famille proche. Donc, c'est pour ça qu'on a des duplex, des triplex. Alors, côté marchandises, Montréal-Nord, je pense que tu as plus de choix en matière de plex, n'est-ce pas? Choix numéro 1, Montréal-Nord. C'est ça. Numéro 1, Montréal-Nord, je te dirais quoi? Tu peux continuer là-dessus. C'est toi l'expert. Saint-Michel après? Effectivement, effectivement. Dans le temps, moi, j'ai commencé en 2009. J'ai commencé. Puis mon secteur numéro 1 que j'avais choisi, Ouais. c'était Mercier-Hochelaga. Ah, Pourquoi? OK. Parce que je faisais les visites, puis là, je me suis dit, oh, mais c'est vraiment fucked up, c'est que les prix des loyers de là-bas étaient quasiment similaires à Saint-Laurent. Pas tout à fait pareil, similaires. Un duplex à l'époque coûtait à peu près 600 000 à Saint-Laurent. Je parle de 2009. À Mercier-Hochelaga, les duplex étaient à 320, 350. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de spéculation. Je n'étais pas un professionnel. C'était ma première année. Puis maintenant, quand on regarde, on va dire, sur l'île de Montréal, plus dans l'Est, vu que je me spécialise plus dans l'Est, Est-ce que je peux tousser? plus dans l'Est, c'est que j'ai constaté que les loyers de Saint-Laurent et Mercier sont quasiment identiques. OK. La seule différence, c'est qu'on va dire un duplex à Saint-Laurent est peut-être rendu à 900 000 à peu près, mais maintenant, les duplex à Mercier sont rendus à peu près à 650 700 000. Fait que tu comprends pourquoi je dis, au niveau de la rentabilité, c'était beaucoup mieux. Mercier-Hochelaga. Par la suite, Montréal-Nord. Saint-Michel. C'est sûr qu'au début, Saint-Michel avait pris un peu plus de valeur que Montréal-Nord, mais maintenant, on a vu que c'est plus l'inverse. Montréal-Nord prend un peu plus d'ampleur présentement. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as mentionné, les Italiens, lorsqu'ils ont construit les duplex, mais ceux de Montréal-Nord étaient un petit peu plus grands, plus spacieux. Le sous-sol était presque terminé, tout tandis que à Saint-Michel, c'est plus petit et tout, un petit peu plus ancien. Fait que pour ça, moi, je dirais mon secteur préféré, Mercier-Hochelaga. Deuxième, Montréal-Nord. Troisième, Saint-Michel. C'est plus dans ce sens-là. Puis je trouve ça extraordinaire que tu puisses avancer de l'avant des quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Michel. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce qu'on s'entend, tu sais, c'est des quartiers, malheureusement, qui sont discriminés. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai compris depuis très longtemps. Montréal-Nord, j'ai toujours un peu associé à Brooklyn. Dans le même principe que Brooklyn, il y a peut-être 15 ans, c'était pas à la mode. Aujourd'hui, tu as des gens, un peu comme Hochelaga Maisonneuve, qui veulent absolument acheter à Brooklyn. C'est plus accessible. Non, non, non. Donc, il y a une richesse à Montréal-Nord. Moi-même, j'habite à Montréal-Nord. Il y a une richesse en matière immobilière. Je trouve ça dommage que, tu sais, comme notre génération, on a un peu fui ces endroits-là. Par contre, tu sais, ça devrait être des endroits qui nous reviennent automatiquement parce que c'est des endroits que nos parents ont acquis. Tu sais, puis il y a une grosse richesse là-dedans. Je pense que c'était un manque d'information, de connaissances. Dans quel sens que je dis ça? C'est que je visite souvent à Montréal-Nord, Saint-Michel. Puis, qui achète présentement? Beaucoup asiatiques. Ouais. Asiatiques et tout. Puis là,
surtout on va dire le monde qui vient de Pacex. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'à Pacex, on ne peut plus acheter, c'est plus Ouais. achetable. Donc là, maintenant, ils veulent aller un petit peu plus vers l'est parce que l'ouest oublie ça. Westmount, tu ne peux pas acheter. Côte-des-Neiges, tu ne peux pas acheter. Un duplex, imagine dans le temps 2018-2019, c'était quasiment un duplex, c'était quasiment 1 million C'est fou. dans ces coins-là. Ouais. Fait que là, ils vont aller plus à Saint-Michel, Montréal-Nord. Mais nous, je peux dire les Haïtiens ou les Noirs africains, on voit toujours que, oh, OK, si on reste là, c'est que on va pas bien financièrement, c'est le ghetto et tout. Fait que là, on va aller où? Plus à Laval, plus vers le nord. Mais eux autres, ils comprennent que, veut pas, s'ils restent à Montréal, premièrement, leur propriété va prendre de la valeur, ils vont avoir de l'équité, ils vont pouvoir investir davantage. Absolument. Exactement. Ce qu'on veut dire, fait que c'est ça l'erreur qu'on a faite, c'est que je pense qu'il n'y avait pas assez de Noirs qui étaient investisseurs dans l'immobilier. On en connaît peut-être 2 ou 3, je ne vais pas nommer les noms et tout, pour faire la publicité pour eux, qui étaient dans la police. Ils avaient un parc immobilier plus de 25 millions. C'est vrai. Ça passait Dans les nouvelles. dans les nouvelles et tout. Fait que c'est eux qui avaient compris il y a peut-être 15-20 ans qu'il fallait investir dans l'immobilier. Parce que Absolument. nos parents, eux autres, c'est genre, OK, on achète la maison, on envoie nos enfants à l'école afin qu'ils puissent devenir soit un médecin, soit un docteur, soit un avocat comme Ouais. toi. Puis, ils avaient la paix. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? On n'avait pas assez de modèles dans la communauté qui étaient des investisseurs immobiliers. C'est vrai. Puis, reparlant de Montréal-Nord aussi, on va pas trop en parler, s'éterniser, bien sûr. Mais moi, à chaque fois que je me promène à Montréal-Nord, je suis impressionnée par des 7plex puis des 8plex. Ça, alors, moi, ce que je vois, c'est ting, 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 ting. Parce qu'il y en a tellement. Toi, je sais que tu as investi dans l'immobilier. Ouais. Dans quoi tu as investi, puis tu as combien de portes présentement? J'en ai 12 portes. OK, tu as 12 portes. Ouais. Wow! Ouais. OK, impressionnant. Donc, je gère tout seul un 7plex. OK. Ouais. À Montréal-Nord? À Montréal-Nord. Ok. Et puis, ça va très bien avec les locataires. Tu sais, ils sont très respectueux. Tu sais, je suis une femme, puis ça se passe bien, j'ai jamais de retard. J'ai eu à un moment donné un locataire qui m'a dit « Ah, je vais te payer le 4 à minuit. » Puis à minuit, j'avais le virement. Oh, wow! Alors, heureusement, je touche le bois, j'ai jamais eu de problème avec des locataires. Donc, puis j'en ai un autre aussi que j'ai avec mon frère. Donc, ça se passe bien aussi. C'est quoi? C'est combien de Ça, portes? c'est un duplex. OK. Puis, Avec bachelor ou? ben, c'est que en fait, on doit construire un appartement Ok. dans le sous-sol Ok. qui est pas terminé. Donc, éventuellement, on va faire ça. Donc, ça, c'est un projet aussi. C'est super intéressant, c'est sûr. C'est un projet dans la vie que tu dois faire, soit gérer tes locataires. Donc, quand ils t'appellent pour des rénovations, des problèmes de plomberie, quoi que ce soit, tu dois répondre rapidement. Puis, tu dois t'assurer aussi que, tu sais, ils vivent bien dans où ce qu'ils sont. OK. Donc, ça se passe bien de ce côté-là, heureusement. Nice. C'est bon, c'est Je bon. pense que je suis une bonne propriétaire. C'est Ok, ça mais l'important. Est-ce que tu as le style de propriétaire, quand il t'appelle, tu réponds ou bien tu dis, oh non, je ne vais pas répondre tout de suite? Bon, je t'avoue que je suis occupée dans la vie. Je t'avoue, je suis occupée. C'est jamais un plaisir quand même recevoir un appel des locataires, là. Mais, tu sais, mon éthique professionnelle fait que je réponds. Si je peux pas répondre, je réponds, tu sais, dès que possible. Puis, voilà, je réponds à la personne. Tu sais. C'est bon, Des fois, tu as à gérer aussi des locataires qui s'entendent pas. Donc, moi, je connais quand même le droit immobilier. Donc, je sais qu'en tant que propriétaire, si tu as un locataire qui est nuisible relativement à l'autre et que l'autre se plaint, tu dois agir en conséquence. Tu sais, il faut que tu envoies un avis à celui qui fait du bruit pour cesser de faire du bruit pour pas nuire à l'autre. J'ai 2 questions pendant qu'on parle de ça. J'ai 2 questions par rapport à ça. Pour moi, des questions. Parce que j'avais entendu que, certes, on va dire que la personne ne paye pas. Quel moment que la personne est fautive? À partir de 3 semaines de retard. 3 semaines? 3 semaines.
Moi, j'ai entendu dès que la personne ne paye pas le premier jour. Ben, c'est que C'est ça que j'ai entendu. techniquement, elle a un contrat de location avec toi. Fait que oui, effectivement, après minuit, le jour 1, elle est fautive, elle n'a pas respecté le contrat. Mais pour entamer le recours à la régie du logement en matière de retard de loyer, ben, c'est un 3 semaines. Alors, wow. c'est une règle que la Régie du logement a établie, mais c'est vrai que dans le monde des contrats, ben, si tu as une date limite pour payer, à partir de cette date limite-là, ben, effectivement, tu es fautif. Fait que si je comprends bien, si la personne, après 2-3 jours, ne paye pas, tu peux rien faire à la régie. Tu dois vraiment attendre 3 semaines. La première fois, c'est un 3 semaines, effectivement. Quand Puis, c'est la première fois, donc ça veut dire... ton premier recours, ton premier retard, c'est un 3 semaines de retard. OK. Après, dès qu'elle est en retard, tu peux intenter ton... Si tu es rendu à la deuxième fois, ton deuxième recours, ben, tu vas pouvoir intenter mettons, c'est le premier, le 2, elle est en retard, tu vas pouvoir intenter ton recours pour essayer de résilier le bail. Parce qu'en matière de bail, si on était dans un bail commercial, ben, si ton paiement de loyer est le premier, le 2, tu n'as pas payé, tu es en retard. Fait que techniquement, le propriétaire peut intenter un recours devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure. OK, fait que commercial, tu peux le faire après 24 heures, mais résidentiel, tu dois attendre 3 semaines. C'est ça, parce que la Régie du logement, on a mis la Régie du logement comme tribunal pour gérer les locataires. Donc, à ce moment-là, puisque c'est le tribunal qui gère les locataires, c'est un tribunal administratif, il a ses propres règles et il a décidé qu'après 3 semaines, tu peux intenter le recours seulement. La première fois. OK. Ouais. Regarde, merci beaucoup de nous avoir éclairci par rapport à ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir. Regarde, ça fait 13 ans que je suis dans le domaine. Il y a du monde qui ont acheté leur première propriété dernièrement et tout. On a un client en commun qui nous a contacté effectivement pour investir. Fait que là, probablement, elle va acheter un immeuble à revenu. Puis je pense que c'est des questions comme Toujours ça. qui reviennent. Exactement, qui reviennent et tout. Parce que c'est pas drôle. Tu sais, c'est comme si tu as investi puis que ton loyer sert à payer ton hypothèque et que ton locataire ne paye pas, ben c'est un problème parce que c'est toi qui dois avancer les sous. Puis je comprends les gens qui veulent pas investir à cause de ce problème-là, tout à fait. Mais il faut pas hésiter à aller devant, c'est pas la Régie du logement, je m'excuse, le tribunal du logement. Donc, il faut pas hésiter à faire valoir ses droits, puis demander la résiliation du bail parce que quelqu'un qui ne paye pas à temps te cause un préjudice et va toujours te causer un préjudice. Donc, voilà. C'est bon. Fait que sur le même sujet, quelqu'un qui possède une maison, puis qui aimerait investir, on va dire, dans l'immobilier, acheter des plex et tout, c'est quoi la meilleure stratégie que tu pourrais donner? Donc, si tu as une maison, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton paiement hypothécaire devient une dette. Donc, si tu payes 1 200 par mois, donc quand je viens pour te qualifier, ben, si tu n'as pas de dette, ben, je dois quand même ajouter ce 1 200-là, ce qui fait comme ça que ta capacité d'acheter un autre immeuble, ben, elle est un peu réduite parce qu'il faut considérer cette dette-là que tu as à payer. Par contre, il y a des stratégies, c'est-à-dire que quand tu viens pour acheter un logement, un multilogement. Et c'est ça qui est intéressant quand tu fais affaire avec une agence hypothécaire, c'est que nous, on a différentes institutions financières. Donc, les calculs... T'en as combien à peu près? Peut-être autour de 25. Tout ça? Ouais. Ouais. Je crois qu'on a une dizaine pour ceux qui ont des bons crédits. OK. Quand tu dis bon crédit, ça serait combien? C'est-à-dire que ton dossier de crédit est à 1, donc tu as 6,80 et plus. Parenthèse. Quand on dit dossier à 1, je vais revenir sur la cliente qu'on a travaillé ensemble, puis là, ils nous ont contacté dernièrement. Ouais. Cette cliente-là, je pense qu'elle avait un score proche de 900. Excellent. Exactement. Ouais. Puis, c'est mieux que moi. Hey, 900. Je pense que ça fait 13 ans que je suis dans le domaine. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui avait un score proche de 900. Ouais. Puis comment qu'on peut avoir un score de 900? C'est simple, mais en même temps, c'est tough. Pourquoi c'est simple? Tu dois avoir... La cliente elle avait la même job pendant plus de 15-20 ans.
la même carte de crédit, ça faisait 10, 15 ans à peu près. Puis elle payait tout le temps ses affaires à l'heure. Elle n'avait aucun retard. Aucun retard. Puis elle habitait la même adresse pendant des années, des années. Fait que c'est la raison pour laquelle. Mais qu'est-ce qui est bizarre dans tout ça? C'est pas une cliente qui fait des 100, 150 000 par année. Elle fait à peu près 45, 50 000 par année et tout. Puis elle a pas beaucoup de dettes. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que en 13 ans, c'est la seule fois que j'avais rencontré une cliente que son score était proche de 900. Mais tu l'as dit, Marda, c'est donc une rareté. C'est donc pas habituel. J'essaie, moi, comme Ouais, je regarde mon score de crédit à tous les jours. Là. c'est ça. Je suis un maniaque par rapport au score de crédit. Quand j'étais jeune, c'était dans les 800. Tu sais, j'ai Ouais. fait des erreurs et tout. Ça a chuté, ça a monté, ça a Ouais. chuté, ça a monté. Je veux tellement avoir un score de proche de 900, c'est mal. Mais ça te donnerait quoi de plus? C'est juste une satisfaction personnelle. Merci, tu l'as dit. C'est une- Parce que pour le reste du monde, pour acheter une maison, heureusement, on n'a pas besoin de 900. Oui, mais parce que je suis un maniaque. Ouais. Le crédit, je suis un maniaque. OK. Puis, je veux absolument avoir mon 900. Je te le souhaite. Je travaille là. Je te le souhaite. Mais quand je regarde, quand j'écoute les spécialistes parler, les algorithmes et tout, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que je vais changer d'adresse, Ouais. je vais changer de carte de crédit, Ben je vais oui. manquer des paiements, je vais manquer ci, je vais manquer ça. Je vais prêter ma carte de crédit à mes enfants pour qu'ils puissent payer si C'est ça. les temps des fêtes arrivent. Ouais. J'ai dépassé la limite. Donc, C'est quoi? Je pense que c'est quoi? 15% de la population peut-être qui sont à 900? Peut-être moins même? Moi, je dirais beaucoup moins. Pourquoi je dirais beaucoup moins? C'est que il y a certaines personnes, on va dire, qui ne checkent pas leur crédit en soi, puis qui font pas le nécessaire. Fait que, je pense qu'il n'y a personne qui peut prédire telle affaire. Pourquoi? Parce d'après moi, je pense qu'il y a du monde qui n'a pas de carte de crédit. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les scores, on va dire la moyenne diminue à cause de ça. Fait que si tout le monde prenait une carte de crédit et tout, là, on pourrait savoir c'est quoi le vrai statistique. Malheureusement, je pense pas qu'on peut vraiment savoir c'est quoi. Parce qu'il y a du monde qui a une carte de crédit, ils vont le fermer. Ah oui. Là, ça Ben, c'est ça. Mais heureusement, de toute façon, tu sais, les 900, moi, ça m'est arrivé une seule fois aussi de sortir un dossier excellent comme ça. Puis c'est toujours comme, je trouve ça comme, j'étais comme un peu stupéfaite parce que tu sors le crédit puis il y a comme finalement rien dedans. Fait que ça va avec la vie de la personne aussi, là. Tu sais, c'est quelqu'un d'ultra conservateur, là, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de carte de crédit Canadian Tire, là, tu comprends? Non. Fait qu'il n'y a pas de carte de crédit de magasin, là, Non. tu sais. Fait que, Il n'y a pas de city financière. Il y a pas de... non, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a son téléphone, puis son forfait est à 35 $, tu sais. Ouais. Tu vois, genre, c'est Exactement. peut-être un flip phone, là, aussi, là. tu sais. sans faire les blagues sur les gens comme ça, mais c'est juste pour dire que la plupart des gens, je crois qu'on se situe entre 700 et 800. Et, tu sais, pour acheter une maison, tu as besoin un minimum de 650. Tu sais, à 650, tu es raisonnable. Tu sais, tu fais partie un peu de la moyenne de la société. Mais ton 650 doit absolument être supporté par un emploi stable aussi. Exactement. Donc, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui te permettent d'acheter une maison. Donc, oui, tu peux avoir un super bon crédit, mais si ton emploi est pas stable parce que, entre autres, tu changes d'emploi régulièrement, ben ça devient difficile aussi d'acheter. Si tu as un emploi à temps partiel, tu sais, comme le statut est temps partiel, comme malheureusement beaucoup d'infirmières ou de préposés, même si tu fais des heures supplémentaires à n'en plus finir, ben il faut que ça fasse 2 années fiscales que tu as fait tes heures supplémentaires pour que je puisse utiliser ton revenu. Effectivement, ça, je pense que ça, on le trouve souvent dans la communauté. Ouais. Je ne vais pas dire infirmières seulement, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, Ouais. ou bien ceux qui travaillent
dans n'importe quel domaine qui font beaucoup de TS. Ouais. Qui font beaucoup de TS. Il y a du monde qui m'appelle. Oui, maintenant, j'ai fait 110 000. Ouais. Là, je dis, OK, pas de problème. C'est quoi ton taux horaire? Là, il me dit $30 de l'heure. Mais tu as fait beaucoup de TS. Fait que là, on doit prendre les 2 dernières années pour faire la moyenne. Exact. Ouais. Ok. Ça, c'est dommage parce que quand tu es dans le domaine de la santé, souvent, quand tu vas commencer un emploi, ben, on va te donner un emploi temporaire ou à temps partiel. Donc, si j'ai des gens qui m'écoutent qui sont dans le domaine de la santé, puis que vous devez acheter cette année, ben, je vous suggère de vous trouver un emploi à temps plein permanent. OK. Puis, c'est la meilleure façon. C'est quoi que les banques regardent? Parce qu'il y a souvent du monde qui est dans le domaine, qui font des TS et tout, mais c'est quoi que les banques regardent afin de voir si on va te prêter l'argent ou pas? Moi, je veux dire? Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Les banques, c'est vraiment chacune ont leurs normes, OK, pour accepter des dossiers. Ils ont un budget cette année. Ils doivent, par exemple, aller chercher, je sais pas moi, 25 millions en hypothèque. D'accord? Donc, selon leurs normes d'acceptation de dossiers, certes, la plupart des banques qu'on connaît, comme la Scotia, la Banque nationale, la Caisse, préfèrent les salariés. Ça, je vous dis tout de suite. Les salariés, pourquoi? Ben parce que tu as un employeur qui te paye de manière régulière un salaire. Si ton poste est permanent en plus, c'est rassurant. Salarié, permanent. Ouais. C'est quoi les autres critères? Ben, c'est sur le dossier de crédit, c'est sûr et certain. Score de combien? Score minimum, je dirais 650 et plus. 650. Ouais, 650 et plus. Okay. Mais encore là, le dossier de crédit, ça s'interprète. Donc, tu peux avoir 650, mais tu as fait faillite. Okay. Tu vois? Donc, les normes des banques, si tu as fait faillite ou même une proposition, ça, c'est au même niveau. C'est important que tu as terminé tu sais, ta proposition, ta faillite est terminée et que ça fait 2 ans que tu es libéré. Okay. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais faillite une proposition, alors tu dois, par exemple, 100 000 $, donc tu vas avoir un syndic de la faillite, il va te dire, OK, tu dois 100 000, j'ai proposé de régler le dossier avec tes créanciers, 70 000 $, et donc ça va te coûter tant par mois pendant, par exemple, 3 ans. Ça, là, tu parles de la proposition. La même chose. OK? Proposition ou faillite. OK? Puis, à ce moment-là, quand tu as terminé de payer la proposition ou la faillite qui est prévue par le syndic, tu as terminé de le payer le jour X. Mais, parenthèse. Ouais. Je vais peut-être te poser la question par la suite. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux entre la faillite et la proposition? Mais au niveau bancaire, quand tu vas pour chercher une hypothèque, comme je t'explique, c'est traité au même niveau. Okay. C'est la même chose. Okay? Mais pour l'individu, qu'est-ce qui est mieux? Écoute, moi, je pourrais pas. C'est que souvent, la proposition au consommateur, c'est quand c'est une première fois que tu as un problème, c'est ce qu'on va te proposer. Mais pour moi, du point de vue bancaire, c'est la même chose. OK? Je pourrais pas rentrer exactement dans la distinction. Communauté, j'écoute souvent le monde parler et tout. Ils veulent rien savoir de la faillite. C'est plus proposition, c'est mieux et tout. Puis quand je parle avec les professionnels comme toi qui travaillent pour la banque, vous me dites la même affaire. C'est exactement, ça affecte la même manière que tu fasses une proposition, une faillite. Donc, si toi qui m'écoutes présentement, tu as des problèmes financiers, tu vas faire faillite une proposition, allez voir un professionnel, il va vous dire c'est quoi les conséquences des 2 situations et de voir comment que tu peux avoir, on va dire, le meilleur résultat à la fin. Exactement. Puis je comprends que, tu sais, dans la vie, on peut avoir des problèmes financiers parce qu'on vient de se séparer, parce qu'on a eu une maladie, parce qu'on est tombé en amour, puis qu'on a beaucoup dépensé, absolument. Je comprends ça. Mais si on entre dans ce processus-là, comme tu le dis, il faut comprendre que si on veut acheter une maison, ben c'est après que la proposition ou la faillite est payée, il faut attendre un autre 2 ans de la libération. Donc ça, c'est long, malheureusement.
Et donc, c'est après ce 2 ans-là, et même là encore, après ce 2 ans-là, c'est important d'avoir 2 lignes de crédit actives. Alors, quand on parle de 2 lignes de crédit actives, il faut penser à garder une carte de crédit bancaire. Ça, c'est très important. Parce que tout ce qu'on appelle les cartes de crédit Capital One, je sais pas, il n'y a pas de City Financière, mais Capital One, là. City Financiers, ils font juste des prêts personnels. OK. Ils donnent pas, ils accordent pas de carte de crédit. C'est ça. Donc ça, pour les banques, c'est pas jugé comme une carte de crédit. Parce que ce n'est pas une banque. C'est juste une institution financière qui donne une carte. Et en plus, c'est de catégorie B qu'on appelle. Donc, c'est accordé facilement, même si tu as un mauvais crédit. Donc, Mais c'est bizarre, il y a du monde Ouais. qui ont fait l'application qui ont été refusés. ben, ça, c'est sûr. Je pense que la compagnie a le droit de refuser certains dossiers, Ok. mais elle est quand même, Mais j'étais quand même plus surpris. ouverte J'étais quand à même surpris. recevoir des dossiers avec des problèmes. Puis en même temps aussi, c'est à considérer que tu sais, ce genre d'entreprises-là sont très sévères aussi si tu es en retard. Tu sais, je pense que peut-être certaines cartes de crédit, ils vont envoyer les rapports à Equifax peut-être après 2 mois, alors que eux, c'est quand même assez rapide. Donc, tu sais, puisque c'est de catégorie B, donc c'est à respecter plus grandement aussi. Mais ça ajoute pas nécessairement à ton crédit. C'est pas quelque chose, c'est pas considéré comme une carte de crédit qui va rétablir le dossier de crédit. Donc, si tu veux rétablir le dossier de crédit, c'est peut-être prendre un prêt auto, un prêt meuble. J'ai un bémol par rapport à ça. J'ai un bémol. Par rapport au prêt auto, j'ai beaucoup d'amis qui sont des vendeurs de chars et tout. Puis, pourquoi j'ai un bémol? Puis, j'ai souvent des discussions avec eux. Puis, ça vient me chercher, le prêt auto. Pourquoi? Parce que j'encourage beaucoup plus lorsque tu vas chercher la carte de crédit que le prêt auto. La raison est simple. Oui, c'est vrai, ça bâtit ton crédit. Cependant, le prêt auto, lorsque tu as un mauvais crédit, là, Ouais. ça va aller dans deuxième chance, troisième chance. C'est des paiements Ouais. de 500, 600 dollars mensuellement. C'est vrai. Fait que quand quelqu'un vient me voir, qui m'a dit, regarde, j'ai voulu travailler mon crédit et tout, là, j'étais voir un vendeur d'auto, il m'a dit, oui, tu dois prendre un prêt auto, ça va booster ton crédit. À quel point? Ouais. Tu comprends? Je veux dire, comme, oui, c'est vrai, ton score va augmenter, mais ton ratio d'endettement va augmenter également. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que j'encourage fortement le monde à aller chercher une carte de crédit. Par contre, c'est difficile d'aller chercher une carte de crédit bancaire si tu as eu des problèmes financiers. Alors, moi, ce que j'ai déjà conseillé à des clients, entre autres, c'est d'avoir un placement, OK, peut-être un 10 000 que tu as dans un placement avec la Banque Scotia, par exemple, d'aller rencontrer le conseiller, lui expliquer que tu as ce placement-là, puis que tu voudrais qu'il applique favorablement pour toi pour une carte de crédit Scotia, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité que parfois c'est accordé. Je dis parfois. Moi, parfois. personnellement, si tu as l'intention dans les prochaines semaines, prochains mois d'acheter une propriété, va pas prendre un prêt auto. Pourquoi? Parce que si tu vas chercher un prêt auto de 400, 500, 600 dollars, mais si la banque t'avait préapprouvé pour un prêt hypothécaire de 500, de 600 000, mais ça va diminuer. Littéralement. Comme, quand le monde vient me voir, comme je suis catégorique là-dessus. Comme, va pas acheter une auto. T'as raison. C'est que Comme, c'est catégorique. Comme, ça m'enrage, puis je m'en vais dans un débat, là. Puis mais j'ai moi, beaucoup d'amis, je là. voyais qui sont- pas la Mercedes, là. Je voyais peut-être Mais le pire dans tout ça, le petit auto à 150 par mois ou le c'est impossible tu sais, parce tu que comprends? ces gars-là, c'est des requins. Les vendeurs d'auto, c'est des requins. Mm-hmm. C'est comme ils disent, ils vont utiliser comme une vérité, Mm-hmm. une vérité comme tu vas y croire, mais malheureusement, oui, c'est une vérité, mais il y a une conséquence par la suite. En voulant Mm-hmm. dire comme, t'as fini de le prendre, mais tu peux pas acheter après, là. Surtout si, tu as tout à fait raison, si le montant par mois est excessif, tu sais, comme malheureusement, tu as des gens qui font 50 000 puis qu'ils ont un prêt auto à 400 par mois, ben ça vient de briser toutes tes chances pour acheter une maison
au C'est prix impossible. raisonnable. Puis, un prêt auto, c'est quoi? C'est entre 3 à 5 ans. C'est sûr. Mais moi, mon conseil, c'était le rétablissement du crédit. Mais c'est vrai, là, c'est pas d'aller chercher la super auto à 600 $ par mois. C'est d'essayer d'aller chercher, peu importe le prêt, tu sais, ça peut être un prêt pour télévision, ça peut être un prêt meuble, ou peut-être un prêt pour une auto pas chère, comme je te dis, de manière Ça n'existe plus maintenant. Comme dans notre temps, il y avait des autos à 5-6 000. Ouais. Maintenant, lorsque tu vas chez H. Grégoire, auto prix Ouais, c'est sûr, c'est 10 000. C'est un 10 000. minimum. Ouais. Là, puis le pire, ils vont te vendre les garanties. Tu n'as même pas le choix de prendre les garanties parce que tu sais que l'auto, là, tu peux la prendre, puis 2 jours après, problème. Tu es obligé de prendre la garantie. Dépassez pas 300 $ dans un prêt auto. On va s'entendre comme ça. Ou sinon, essayez d'aller chercher un prêt dans une banque qui va vous permettre d'acheter quoi que ce soit, mais de démontrer à Equifax que vous avez pris un prêt et que vous respectez ce prêt-là. Peut-être un autre conseil que j'avais donné à un client aussi pour le rétablissement du crédit, c'est que lui il était marié, donc sa femme a co-signé avec lui pour l'obtention d'une carte de crédit. Donc, ça, c'est quelque chose qui a aidé aussi. Ça peut être ta femme, ça peut être un ami, peu importe. Donc, d'aller chercher un prêt pour l'obtention. Prochaine question. Tu sais, souvent, moi, je suis plus un gars Facebook et tout. Puis le monde, des fois, il me pose la question, combien qu'on a besoin pour la mise de fonds pour soit maison, duplex, quadruplex, 5plex. Puis même le monde à l'extérieur, les investisseurs étrangers, ceux qui habitent en Afrique ou bien aux États-Unis, combien de mise de fonds qu'on doit avoir? Super bonne question. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui est passé. Puis En janvier! Malheureusement, Ouais. parce qu'on est dans un contexte d'inflation, OK, fait que le gouvernement, il prend plein de mesures pour ralentir les achats des Canadiens. Tu sais. D'ailleurs, il m'a ralenti la semaine passée parce que, non, cette semaine, je suis allée à l'épicerie, puis la bouteille de ketchup était 7 $. Ketchup? Ketchup, je te jure, tout augmente. C'est fou. Fait que ça n'a pas rapport avec le gouvernement, là, mais tu sais, le prix du transport, tu sais, le prix des matériaux de base, tout ça a augmenté. On est en inflation, la vie coûte plus cher. Donc, pour restreindre aussi le marché immobilier, ben, une des mesures qui a été adoptée, c'est que les investisseurs étrangers, pendant 2 ans, ne peuvent plus acheter au Canada. Ouais, c'est ça que Exact. j'ai entendu. Ouais. C'est un notaire qui m'a envoyé l'information suite à la conférence qu'on a faite. Ouais. On avait une cliente qui voulait acheter, je pense qu'il y avait comme quasiment 5 millions et tout. Puis là, elle voulait acheter. Là, j'ai été m'informer à un notaire. C'est là que le notaire m'a dit que malheureusement, ils ont jusqu'au 31 décembre pour acheter là. En effet. Après ça, pendant 2 ans, c'est gelé. Donc, toute personne de l'extérieur qui achetait à 35 % de mise de fonds à partir de son pays ne peut plus le faire. Et d'ailleurs, si un citoyen canadien fait une certaine magouille pour encourager cet achat-là, ben, il y a des amendes qui sont très salées aussi qui pourront être données. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à combien, l'amende? J'ai pas vu exactement l'amende, mais je sais que c'est salé. En tout cas, c'est quand même pas si pire. Et il faut pas confondre les investisseurs étrangers avec les gens qui ont des permis temporaires au Canada. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il y a eu une confusion relativement à, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de l'extérieur qui est au Canada, actuellement au Canada, qui a un permis de travail. Cette personne-là peut toujours acheter un immobilier à 10 % de mise de fonds. OK. Si tu es résident permanent, ben, tu es comme un citoyen canadien. Ça, c'est les mêmes normes. Donc, tu peux acheter à partir de 5 % de mise de fonds. OK. Par contre, si tu es réfugié, OK, ton statut est réfugié en attente. Donc, Réfugiés parenthèse, beaucoup d'Haïtiens ouais, en 2015, bon, on appelle ça les Trump. Ouais. Ceux qui sont arrivés en 2015-2016, c'est quoi, ceux qui sont réfugiés, c'est quoi la meilleure stratégie pour eux? c'est d'obtenir leur résidence permanente. OK, fait que réfugiés, ils ne peuvent pas acheter. Ils peuvent pas. Wow. Parce que le statut est pas...
C'est-à-dire, ils sont en attente d'une décision du gouvernement à savoir s'ils peuvent rester au Canada. Donc, à ce moment-là, ça devient, pour les banques, c'est trop fragile comme situation. Donc, malheureusement, il n'y a pas de financement possible. Oh, wow. À moins que ce soit... non, c'est pas possible. OK. Fait que c'est Ouais. zéro. C'est zéro, malheureusement. Donc, oui, le visage montréalais a changé. On le voit parce que de par le chemin Roxham, il y a comme plusieurs personnes qui passent par là, jour quoi? après jour. C'est quoi Le ça? chemin Roxham. C'est quoi? tu sais. C'est la fameuse porte magique. C'est à la colle. Donc, c'est des gens qui partent du Brésil, qui partent du Mexique. Et il faut prendre un taxi pour passer la frontière, puis à ce moment-là, réclamer le statut de réfugié au Canada. Fait que là, tu parles des Haïtiens, mais... Oh, pas juste les Haïtiens. Ok, Il y a vas-y. les Haïtiens qui connaissent ça, mais il y a aussi les Mexicains. Il y a toutes sortes de nationalités qui viennent au OK, Canada. fait qu'ils partent du Brésil, Colombie... Bon, Chili aussi, ou bien? Ouais, Chili. Donc, mais en ce qui concerne les Haïtiens, c'est que je crois que c'est facile. Ben, c'est pas que c'est facile, mais d'Haïti, ils vont prendre un avion pour aller Au Brésil? au Brésil ou au Chili, parce que je crois qu'il y a une certaine entente Exactement. pour les travailleurs. Donc, ils vont là-bas travailler et par la suite, ben, ils font le chemin ils font le chemin dans les bois, là, en remontant les Amériques. Puis, arrivés aux États-Unis, ils vont prendre un taxi pour passer la frontière. OK. Ouais. Juste comme ça, est-ce que tu connais le nombre d'Haïtiens qui sont rentrés de 2015 à maintenant, ou bien? Ben, je n'ai pas ce nombre-là. Je sais que c'est un chiffre que le gouvernement fédéral a probablement. Ben, moi, je trouve ça génial parce que, écoute, l'immigration est nécessaire au Canada, là, tu sais, je veux dire, pour nos enfants même, là, tu sais. Je suis quand même curieux, fait que Ouais. c'est pour ça que je voulais savoir. Je crois que j'avais vu un article, je pense que c'est quelque chose comme 500 par semaine ou par mois. C'est quand même pas mal. Depuis quand? Depuis un bon 2-3 ans, là. Ouais. 500 Haïtiens qui rentrent. Ben, 500 de toutes les nationalités. Ok, Il faudrait que je valide ça, là. Ok. Mais je sais que c'est quand même pas mal. Oh, wow. Ouais, c'est quand même pas mal qui viennent C'est au beaucoup, Canada. beaucoup. Ouais. Comme par exemple, je regardais un film par rapport à des nageuses, ça passait sur Netflix, là, sur les Syriens. Là, je me demande, est-ce que les Syriens ont passé par là aussi? Non, les Syriens, c'est qu'il y a eu la guerre Une là-bas. guerre civile, ça continue Exactement. encore? Donc, ils ont pu venir au Canada. Ben, en fait, c'était une entente avec Trudeau. Donc, Trudeau en a accepté plusieurs, là. Puis ça, je crois que ça remonte déjà à 4 ans, tout ça, je crois. Je sais qu'il en a accepté quand même pas mal, là. Je crois que c'était comme quelque chose comme 50 000. Je sais pas où ils se sont rendus, mais c'est une belle immigration qui achète beaucoup aussi, qui a peut-être contribué aussi à la bulle immobilière, n'est-ce pas? Mais toi, comment tu as vécu la bulle immobilière, Maradona? J'aime ça poser la question au courtier immobilier. Je peux dire que c'est mes plus belles années. Ah. C'est là que j'ai fait le plus d'argent. Ouais, c'est ça. Facilement, couché sous dos et tout. Puis tu vois, aujourd'hui, je parlais avec Teddy Omer parce qu'il a été nominé dans le gala. Puis même lui, il m'a dit la même affaire aussi. Il m'a dit, regarde... À ne oui, jamais oublier. exactement, on a généré énormément. Puis lui, c'est l'un des courtiers de la communauté qui a formé une équipe. Il y a plusieurs dans son équipe et tout. Puis, tu sais, ça fonctionnait super bien pour lui. Puis, qu'est-ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a deux choses. Première des choses, c'est que il y avait de la surenchère. Fait que les maisons qui valaient 500 000, le fait que ça allait en surenchère, ça partait facilement 100 000 $ de plus. Cependant, maintenant, qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est que la surenchère a diminué. Par contre, si tu avais, on va dire, un taux d'intérêt de 2%, là, le taux d'intérêt a augmenté. Ouais. Fait que sur le court terme, les paiements vont être plus. Sur le long terme, la maison va prendre un peu plus de valeur OK. pour les nouveaux acheteurs en soi. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est pour les personnes, on va dire, qui ont acheté puis qui ont pris, on va dire, une hypothèque variable sur 1 an, bien fixe sur 1 an, puis ils doivent refinancer maintenant.
c'est là qui est rendu problématique. C'est très dur, effectivement. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, regarde, si je prends ma situation à moi, j'avais acheté au mois de décembre un client à moi qui m'avait contacté. Oh, il veut vendre, problème financier et tout. Je l'ai acheté. Puis heureusement pour moi, je l'ai acheté en dessous de la valeur marchande. Là, les prix ont augmenté. Donc, j'ai refinancé, mais je l'avais à 3%. J'ai dû le refinancer à 4,50 à peu près. Mais en même temps, tu as fait fonctionner ton équité. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à tous les clients, là, parce que tout ce qu'on a comme question maintenant, c'est... Puis c'est ça qui est le fun dans l'immobilier, parce que c'est toujours les mêmes questions. Hein? C'est toujours... Tout le monde pense pareil. Ouais. Donc, à ceux qui ont peur d'acheter, qu'est-ce que tu dirais? Deux choses. J'ai beaucoup de clients, comme ma base de données de clients est immense. Puis, qu'est-ce que je leur dis? Ceux, on va dire, qui ont peur. Oh, tu sais quoi, comme, oh, l'immobilier va baisser et tout. Première des choses, on ne sait pas. Quand il y a eu la pandémie, personne ne pensait que les prix allaient augmenter comme ça, de manière exponentielle. Qu'est-ce que je leur dis? Regardez jour après jour. Si vous voyez une opportunité, saisissez-la. Prenez, achetez tout de suite. Regardez pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Premièrement, si c'est une maison, est-ce qu'elle correspond à vos critères? Si vous avez des enfants, est-ce qu'il y a le nombre de chambres? Est-ce qu'il y a la cour? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce que le sous-sol est fini? Fait que c'est tout ça que tu dois prendre en considération. Puis si tu veux investir, regardez pour voir est-ce qu'il y a un cash flow. Qu'est-ce que je veux dire par un cash flow? C'est si, admettons, on va dire que tu achètes un duplex, un triplex à 500 000. Mais est-ce que les locataires vont pouvoir payer l'hypothèque et il va y avoir un surplus? Si vous allez investir pas pour habiter, c'est de voir si c'est vraiment un cash flow. Si c'est pour habiter, dans ce cas-là, c'est juste de voir avec, on va dire, selon votre loyer actuel, si ça va être profitable de rester dans le loyer ou d'aller habiter dans la maison. Fait que, regarde, il y a un client qui m'a appelé hier, m'a dit, il a acheté un duplex, c'est à Boucherville. Puis là, il m'a appelé, on m'a dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine si j'habite dans le plex ou je reste chez moi? Je dis, regarde, qu'est-ce que tu dois calculer, c'est de voir est-ce que ton loyer va être identique ou beaucoup moins que l'hypothèque. S'il y a beaucoup moins, reste où est-ce que tu es. Puis loue les deux logements. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est vraiment ça, la question, c'est de voir est-ce que c'est rentable. Puis l'autre chose, c'est voir quel secteur que tu dois acheter pour, si admettons, on va dire que il y a une école à côté, s'il y a un cégep, université, tout ça fait en sorte que la propriété va prendre de la valeur. Puis là, tu choisis vraiment, OK, est-ce que j'achète ou pas? Fait que bref, quand tu dois faire ton entrée en immobilier, il faut que tu la fasses pareil. Parce que on a toujours fait une entrée en immobilier parce que, par exemple, tu as des enfants. Puis que tu peux pas, tu es tanné d'habiter dans ton 4,5, puis ça marche plus. Ou encore, comme tu dis, c'est une question de rentabilité, ça demeure un investissement. Donc, c'est un choix que tu vas faire selon le secteur. Puis peut-être que maintenant, les taux d'intérêt sont peut-être moins intéressants. Par contre, tu dois regarder vers l'avenir. Et comme si tu as la chance d'acheter un plex proche d'un métro, proche d'une école, plex que tu n'aurais jamais trouvé pendant la bulle immobilière, Impossible. mais que tu trouves aujourd'hui, ben il faut que tu sois wise puis tu l'achètes quand même, peu importe le taux d'intérêt. Parce que la question de taux d'intérêt, c'est pour ça qu'on dit terme, c'est pas quelque chose de permanent. Donc, tu choisis un taux d'intérêt pour 2 ans, tu choisis un taux d'intérêt pour 3 ans. Donc, tu sais, le marché économique est changeant. Donc, autant il monte, autant il va redescendre. Donc, ce que tu dois calculer dans ton choix uniquement, ben, c'est le prix de la maison. Tu sais, si tu arrives à obtenir un duplex à un prix intéressant, comme le dossier qu'on a fait, c'était pas un duplex, mais c'est une maison à Terrebonne à 500 000. Ouais. On est en 2022, là. Ouais. En décembre. Ouais. Est-ce que Maradona, sincèrement, est-ce que tu peux trouver une maison avec 4 chambres? Tu aurais pu trouver une maison 4 chambres, garage, ben c'est un étage sous-sol, ouais. 500 000, bungalow. Clé en main. Clé en main en 2021. À 500 000. On a visité plusieurs maisons, puis
la plupart des maisons dans les 500 000, le sous-sol est tout petit. Ouais. Comme, tu sais, quand on parle de 500 000, c'est vraiment comme Rive-Nord, là. C'est Lachenay. En plus, Lachenay, tu sors de l'autoroute 40 pour en sortir. Donc, c'est quasiment impossible. Tu comprends? Fait que, grâce à Dieu, qu'est-ce qui nous a aidés? Les taux d'intérêt qu'ils ont augmenté. Parce que dans la tête des vendeurs, ils voulaient le vendre à 600 000. Ouais. Eux autres, c'était 600 000. Okay. Malheureusement, ça a été en surenchère. Ils ont frappé un mur. Heureusement pour nous, les premiers acheteurs n'ont pas passé au financement. Fait que c'est pour ça que c'est revenu sur le marché. Okay. Puis on a été visiter encore dans notre chance. C'est qu'on a visité durant la semaine. Okay. Qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est qu'il y a beaucoup de vendeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les visites les fins de semaine. Okay. Fait qu'ils savent que la plupart du monde, le commun des mortels, ne travaille pas les fins de semaine. Fait que c'est là qu'il y a plus d'acheteurs. Okay. Donc, il y a plus de visites. Le fait qu'ils l'ont mis la semaine. Donc, c'est un courtier qui ne pensait pas vraiment à son bien-être personnel. Il pensait vraiment au bien-être des acheteurs. Okay. Ça nous a vraiment aidé. On l'a visité la semaine. Dès qu'on est rentré avec notre client allait faire une offre, on a fait une offre, on n'a pas attendu, on n'a pas niaisé, on les a donné 24 heures pour qu'ils puissent décider parce que... 4 chambres! Exactement. Donc, les clients, ils avaient des enfants et le gars, c'est un garagiste. Ouais. Il fallait absolument un garage. On va parler de ça, justement. Travailleur autonome, quand tu as une entreprise, puis que tu déclares, parce que c'est normal, c'est pas... Non, excusez, on va couper ça, là. C'est que quand tu es travailleur autonome, tu as une entreprise, tu sais, tu vas faire comme, je sais pas moi, 200 000 de revenus bruts. C'est normal que tu puisses passer tes dépenses dedans. Puis souvent, en passant tes dépenses, ben, tu arrives à un revenu net de 35 000. Fait que malheureusement, ce que les gens comprennent pas, c'est que les banques traditionnelles vont te qualifier avec ce revenu net-là. Puis 35 000 ne te permet pas d'acheter 500 000, malheureusement. En 2022, moi, je peux dire 2023 parce qu'il reste quelques jours. Ouais. En 2023, malheureusement, non. Impossible. Non. Donc, ça, c'est une difficulté que les gens, tu sais, ils comprennent pas. Comment ça? J'ai un cash flow de 200 000 par année. J'ai passé quelques dépenses, mais pourquoi je peux pas acheter une maison à 500 000? Donc, ce client-là, il a fait tout le tour des banques, puis il n'était pas capable de se faire préapprouver. Donc, moi, quand je l'ai rencontré, ben, j'ai dû lui proposer une alternative avec un taux d'intérêt plus cher. Par contre, il faut que tu réalises que tu es capable de payer ce taux d'intérêt plus cher et qu'il n'y en a pas de banque traditionnelle à 35 000 qui va te prendre. Okay. Donc, mais quand tu dis banque traditionnelle, c'est quoi? Je parle des banques qu'on connaît habituellement, là, comme Banque Nationale, la Banque Scotia, la Banque TD, RBC, qui ont des règles traditionnelles. Okay. Des règles qui s'approchent un peu des compagnies d'assurance comme la SCHL. Alors, ce sont des règles générales, plus qui favorisent vraiment les salariés. Il y a d'autres banques, non, c'est pas qu'elles sont pas traditionnelles, mais elles ne font pas affaire avec les compagnies d'assurance canadiennes et donc vont fixer un peu leur propre intérêt. Tu dois avoir quand même le 20% de mise de fonds. Et dans ce cas-là, ben, ce que la banque a considéré, ben, c'est le compte bancaire d'entreprise. Donc, toutes les entrées bancaires pour une période de 6 mois, tous les dépôts bancaires, donc il y a une moyenne qui a été faite sur ces dépôts bancaires-là. Okay. Donc, par exemple, si c'est 10 000 $ par mois, ben, on va qualifier avec un montant de 120 000. OK. Oh, wow! Ouais, donc c'est extraordinaire. Fait que c'est toi qui m'écoutes présentement, t'es un chauffeur de taxi, garagiste, qui fait plus de 100, 115, 20 000, contactez-nous, on a la solution pour toi. On a la solution. Puis, oui, c'est vrai que le taux est un petit peu plus élevé, mais il faut que tu comprennes que si tu as fait tes impôts, puis que tu as passé beaucoup de dépenses, ben, tu n'as pas payé les impôts normaux. Exactement. Parce que quelqu'un qui fait 100 000, qui est salarié, qui travaille, ben, c'est plus que la moitié de son salaire qui paie en impôts. Oui, effectivement. Alors, c'est comme quelqu'un qui fait 100 000 a peut-être dans ses poches peut-être un
40 000, exact. Donc, il a payé 60 000 en impôts. Mais on comprend qu'en tant qu'être humain, des fois, quand tu as fait 100 000, 200 000, tu as un peu de difficulté à payer la vraie règle. Tu sais? Mais tu as sauvé déjà beaucoup. Tu as déjà sauvé. Fait que comprends que tu vas avoir à payer un petit peu plus en termes de taux d'intérêt. C'est pas la fin du monde parce que plus tu attends aussi, puis tu vas me le confirmer, Maradona, parce que plus tu attends pour entrer dans le marché immobilier, bien, le marché immobilier canadien, c'est un marché qui est stable. Tu sais, c'est un marché qui prend de la valeur à peu près 2% en moyenne par année. Donc, plus tu attends, ben, plus ta maison va te coûter cher. Fait que versus ton taux d'intérêt que tu peux jouer là-dedans, tu sais, parce que ces banques-là, c'est des taux pour 1 an. OK? Donc, c'est juste 1 an. Après, c'est renouvelable automatiquement, mais dès que tu es prêt au niveau de tes impôts ou quoi que ce soit, ben là, à ce moment-là, tu peux switcher pour une banque traditionnelle avec un taux raisonnable. Ou mais il y a même des gens qui ne switchent même pas parce que des fois, parce qu'ils ont un bon crédit de toute façon, mais le taux est presque similaire avec les taux traditionnels. Quand je regarde dernièrement, les taux étaient quasiment similaires. C'est Quasiment. vraiment lorsque ça a augmenté, c'est là que... C'est ça, mais c'était quand même pas 1,50 de plus, c'est rien ça. Même pas, c'est quasiment identique là. Comme je regardais avec certaines banques, c'est 3%. Là. C'est ça, exactement. Donc, à partir du moment où tu as un bon crédit, alors ces banques-là sont très favorables à toi. Elles voient le cash flow qui rentre dans ton compte bancaire. Fait que c'est une belle stratégie. Ouais. C'est intéressant. Je sais que maintenant, il y a eu l'augmentation du taux directeur. Ouais. Regarde, je suis dans l'immobilier, puis cette partie-là, je ne me connais pas. Taux directeur, ça a monté de 1,5. Ouais. Explique-nous, c'est quoi exactement? Fait qu'il y a une différence entre le taux fixe et le taux variable. OK. On va le prendre en termes de personnalité. Donc, une personne qui aime une certaine stabilité, comme... Avant de voyager, elle va jamais acheter les billets pour partir dans 2 semaines. T'sais, son billet est acheté depuis longtemps. Donc, c'est fort possible qu'en matière de son hypothèque aussi, mais elle va se sentir mieux si elle a le même taux pendant toute la durée de son contrat. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle un taux fixe. Les taux variables, donc ça varie selon le taux directeur. Donc, la Banque du Canada, 8 fois par année, 8 fois par année, va émettre une opinion, à savoir si le taux directeur augmente ou il descend. Ça veut dire pour l'année 2022, la dernière correction qu'ils ont faite, c'est dernièrement? C'est dernièrement. Je pense que c'était quoi? C'était... la semaine passée, je pense. C'est la semaine passée, ouais. C'était la semaine passée. Fait que là, ils ont fini là, pour l'année 2022. Ils ont fini pour l'année 2022. Fait que 2023, ils vont en avoir 8. Ils vont en avoir 8. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que il n'y a rien qui se fait. T'sais, la Banque du Canada va annoncer que le taux directeur ne change pas. T'sais, ça a été souvent comme ça. Mais ces derniers temps, malheureusement, on a eu des hausses parce que je crois qu'il fallait hausser le taux qu'on a eu pendant la pandémie. Puis peut-être que ça aurait pu se faire un petit peu plus doucement. Mais malheureusement, ça s'est fait un petit peu de manière saccadée. Puis on est des êtres humains, puis c'est un changement radical à absorber, surtout pour les familles. Donc, ce taux directeur est fixé par la Banque du Canada, puis toutes les banques doivent se baser sur ce taux-là pour leur taux variable, entre autres. Et donc, si vous avez un taux variable, alors si la Banque du Canada annonce que son taux directeur a monté de 0,50, ben votre taux variable va monter de 0,50. Et ça fait en sorte que les gens qui ont eu des taux de 2% se retrouvent avec des taux peut-être de 4,5. Ouais, 5%. C'est ça. J'ai souvent du monde, des clients qui m'appellent, puis là, ils doivent refinancer très prochainement et tout. Puis... C'est très difficile. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même bénéficié de cette baisse pendant la pandémie. Et à un moment donné, même moi, j'étais comme à 0%. 99,9% du monde ne pensait pas que ça allait augmenter comme ça. Non, c'est ça. Donc, c'est pas comme si ils avaient dit, regardez, dans 1 an, ça va augmenter, fait que tout l'argent que vous pouvez économiser, mettez-le de côté. Personne n'a fait. Absolument. Tout le monde l'a dépensé. Mais c'est ça qu'on suggère aussi. Tu sais, quand tu es dans un taux variable, fixe dans ta tête
un taux fixe, puis la portion, ben, tu vas le mettre dans tes économies, mais c'est vrai qu'on est tous des êtres humains, puis la plupart n'ont pas fait ça. Mais une chose est sûre, si j'ai un conseil à vous donner, dans le choix du taux, ça va avec votre personnalité. Donc, si vous avez les poches assez profondes pour absorber des hausses qui vont jusqu'à 400 $, ben, vous pouvez aller avec le taux variable parce que qu'est-ce qui monte va redescendre. Mais si vous êtes une personnalité fixe, parce que j'ai des clients qui m'appellent qui ne dorment pas, là, tu sais, qui sont extrêmement stressés. Puis je peux comprendre ça parce que quand tu as calculé toutes tes choses, puis que là, ton hypothèque est augmentée de 300 $ par mois, c'est pas drôle. Donc, si, tu sais, si c'est quelque chose pour vous que vous n'êtes pas capable d'absorber, quel que soit le taux variable, allez-y pas, là, vous allez être stressé. Puis là, si justement la hausse est trop élevée, ben là, ça implique qu'il faut magasiner une nouvelle hypothèque, puis là, il faut y aller avec les taux du marché, qui sont actuellement autour de 5,40 à peu près. Ouais, Fait que le taux fixe est à peu près 5,40, le taux variable est combien à peu près? Ça dépend des banques, mais ça peut aller de 4,50 à 5 à peu près. Le taux variable est souvent un petit peu moins élevé que le taux fixe, mais là, ça s'approche beaucoup, là. Ça s'approche beaucoup. OK. Ouais. Fait que d'après toi, pronostic 2023, qu'est-ce qui va arriver avec les taux? Parce qu'on entend plein de choses là. Oh, les taux vont diminuer, ça va augmenter et tout. Fait que selon toi, quand tu parles avec C'est la fin du monde. Les banquiers, là. Ben, c'est sûr que nous, ce que j'aime 2023. avec mon équipe dans mon agence hypothécaire, c'est qu'on reçoit on reçoit beaucoup des économistes, par exemple. On va recevoir des conseillers bancaires qui vont venir nous faire des formations. Puis, je dirais que le pronostic, c'est que probablement qu'il va y avoir une baisse autour du mois de mai, un petit peu. Mais tu sais, ce ne sera pas drastique, peut-être. C'est ça que je pense aussi. D'après moi, mai-juin. Pourquoi? Parce que là, ils veulent comme vraiment comme serrer la vis et tout. Puis mai-juin, un peu de lousse. Un peu de l'os, ouais. Pour que le monde commence à acheter davantage et tout. Exact. D'après moi, c'est ça que je pense. Même avril, peut-être, là. D'après plus mai-juin. Mai-juin que je pense. Ouais. Que Ça, c'est redonner mon un petit opinion à peu moi. confiance aux Québécois qui veulent acheter. Puis, tu sais, je comprends aussi, tu sais, le gouvernement canadien parce qu'il doit aussi, comme, regarder du point de vue international. Puis, tu sais, du point de vue international, c'est vraiment la question de l'inflation. Donc, il n'y a pas le choix de prendre les mesures qui vont avec. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, effectivement, tu sais, comme comportement des Canadiens, c'est quand même un comportement conservateur. Donc, peut-être, suivant ça, on va pouvoir bénéficier d'une baisse de taux. On espère. Absolument. Mais il ne faut pas laisser la question des taux gouverner notre choix dans le fait de devenir propriétaire. Tu sais, parce que, oui, on va le dire, là, tu sais, nos parents, ils ont acheté à 10 %, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le prix des maisons était à 125 000, quartier Villeray. Mais le calcul de l'admissibilité du prêt était la même chose. Tu sais, il ne faisait pas 100 000, là. Tu sais, il y avait moins de gens qui faisaient 100 000. Minimum, là, à mon époque, ça allait en minimum. Quand j'étais jeune, ça allait $6. minimum 6,60, 6,50. C'est ça. Oui, exactement. Donc, le test pour l'admissibilité d'un prêt hypothécaire, c'était la même chose. Tu sais, je veux dire, tu achetais ta maison à 125 000, tu étais pris à la gorge pareil, là. Donc, c'est la même chose. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Oui, malheureusement, une maison à 500 000, ça fait un paiement plus élevé qu'à 2 %, tu sais. Mais c'est vraiment de voir avec votre courtier immobilier si le prix de la maison, voir avec Maradona, si le prix de la maison, tu sais, c'est un prix intéressant qu'on n'aurait pas retrouvé avant. Simplement. Parce que ça fait mal quand même, la bulle immobilière a fait mal, hein? Oui, effectivement. À beaucoup de ménages qui n'ont pas pu acheter, ou qui ont acheté sans inspection, qui ont acheté à un prix vraiment plus élevé que qu'est-ce qu'ils auraient pu acheter aussi. Effectivement. Quand on parle de maison, dernière question avant qu'on termine. Qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui veut acheter? Maison, condo ou plex?
Bonne question. La question à $1 million. Bonne question. Moi, je vous dirais de ne pas oublier les condos. OK? Parce que peut-être que les condos. Parenthèse, je Ouais. voulais rien savoir de condo. Comme, je veux m'en rappeler là, Ouais. à mes débuts 2009. Exactement. Il y avait du monde qui me demandait de vendre leur maison, leur condo. C'est pendant des mois et des mois, j'avais zéro visite. Zéro Ouais, visite. c'est vrai. Puis, quand il y a eu la bulle, on va dire la pandémie, quand il y a eu la pandémie, je mettais une pancarte sur un condo, ça se vendait. Ben oui. Fait que, oui, effectivement, au début, je voulais rien savoir de condo. Vas-y, continue. Mais pourquoi? Parce que le marché des locataires est saturé. Tu sais, je veux dire, là maintenant, l'immigration arrive. Tu sais, il y a beaucoup d'immigration au Canada, au Québec. Ils ont besoin de logements. Donc là maintenant, là, si tu cherches un 4,5, écoute, tu cherches une chambre à louer sur Kijiji, tu vas même pas trouver. Donc, tu sais, l'histoire du gars qui doit partir là, le soir même, puis qui arrive à louer une chambre avec un coloc là, sur Kijiji, oubliez ça, là. C'est extrêmement difficile. Donc ça, j'imagine que ça a aidé que les condos soient populaires, tu sais, que tu peux... Puis, tu sais, je pense que tu as beaucoup de condos aussi qui sont en location. Tu as le Airbnb aussi, là, Ouais. qui est intéressant, qui fait de J'ai des l'argent. amis qui font ça et tout. Un de mes amis proches, David Noël, si tu m'écoutes, c'est lui qui m'a introduit là-dedans, dans le Airbnb. OK. Je connaissais absolument rien. Il m'a dit, oui, tu fais ça de telle manière, puis ça fonctionne super bien. Mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, par contre. Vas-y. Les revenus de Airbnb ne sont pas utilisés dans la qualification pour acheter quelque chose d'autre. exactement. Fait que ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que si tu as un beau chalet, puis tu fais du Airbnb, puis tu reçois quand même, je sais pas moi, un bon 6 000, 7 000 $ par mois, ben ce 7 000 $-là ne sera pas utilisé si tu vas acheter une autre propriété. Donc, ça ne fera pas partie de tes revenus parce que les banques considèrent que ce sont des revenus qui sont variants. Okay. C'est pas stable. C'est pas comme un bail que tu payes à tous les premiers du mois. Okay. Donc, ça, c'est à considérer. Mais oui, tu vas faire de l'argent. Ça, c'est intéressant. Exact. Tu disais condo. Ouais, alors, c'est à ne pas mettre de côté. Si ta qualification te permet d'acheter un condo, mais vas-y pour un condo. Okay. Tu sais, tu vas pouvoir soit habiter dedans, soit le louer. Maison aussi, c'est quelque chose qui devient intéressant. Donc, tu sais, souvent, les gens veulent absolument acheter un plex. Mais si tu es capable de trouver une maison, c'est intéressant parce qu'une maison, ton locataire, il va payer 1 800, premièrement, pour ta maison. Minimum. OK, il va payer un beau montant. Puis, il va se comporter comme s'il est propriétaire. Mais il n'y a personne qui va savoir qu'il loue la maison. Il va faire ton gazon. Il va faire tes réparations mineures. Tu sais, il va faire attention à ton plancher plus qu'un logement. Tu sais, fait que c'est rentable aussi. Tu sais, fait que si tu es capable d'acheter une maison, vas-y pour une maison. Puis si tu es capable d'acheter un plex, vas-y pour un plex. Mais ce que je veux dire à ta question, qu'est-ce qui est meilleur, je peux pas y répondre. Okay. Parce que ça dépend selon ta capacité de la personne. Donc, tu sais, comme j'ai eu des clients, là, comme je reparle 3 ans plus tard, qui sont encore en train de chercher leur duplex, man, come on. Puis t'es qualifié à 400 000, je peux rien faire pour toi. Ça fait 3 ans que t'es là sur le marché, t'as le salaire, t'as la mise de fonds, puis tu veux pas acheter, mais pourquoi tu veux pas acheter une maison, tu sais? Ta maison, elle va être payée au complet aussi, là, puis... il y a une rentabilité aussi. Quand tu vas la vendre, ta maison, tu vas retrouver ton argent aussi, là. Fait que, pas de distinction. Allez-y avec qu'est-ce que vous pouvez faire. T'sais. Mais est-ce que, justement, Maradona, la grosse question, donc, tu sais, quelqu'un qui a la mise de fonds, est-il mieux d'investir en immobilier ou de se trouver un placement? Très, très, très bonne question. Présentement, regarde, par rapport aux investissements, moi, à mes yeux, je pense que c'est l'immobilier. C'est sûr que c'est pas tout le monde, on va dire, qui est prêt à investir dans l'immobilier. Tu sais, ils ont peur, tu sais, ils écoutent les nouvelles, ils veulent attendre. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, crypto-monnaie et tout, qui vont investir là-dedans. Ça va vraiment dépendre de la personne. Qu'est-ce que tu crois et dans quoi tu es bon? Si tu es quelqu'un qui est devant l'ordi, qui regarde la bourse à tous les jours, puis qui n'a pas peur d'investir là-dedans, vas-y.
Dernièrement, j'écoutais les nouvelles, une affaire que je connais peu de personnes qui le font, qui collectionnent les cartes. Ah, Comme, c'est vraiment fucked up, là. Puis j'écoutais, puis tu sais, l'ancien joueur des Canadiens, là. Comment ça s'appelle encore exactement. Puis il parlait de ça dans son émission. Du monde qui investit dans qui collectionne les cartes. Que ce soit cartes de hockey, cartes de baseball, cartes de super-héros et tout. Puis ça, comme ce domaine que je savais même pas, là, qui est en train de prendre de la valeur. Il y a du monde qui ont acheté des cartes, ça fait 5-6 ans. Maintenant, oublie ça, là. Ça a doublé. Mais c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain que tu achètes puis ça va prendre de la valeur. C'est que tu attends. Tu conserves. Exactement. Bien. Tu dois conserver. Puis tu dois savoir quelle carte également qui va prendre de la valeur. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça que je dis à la personne, c'est que tu dois savoir quel type de personne que tu es. Ouais. Puis dans quoi que tu es à l'aise. Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est les placements? Est-ce que c'est la crypto-monnaie? Est-ce que c'est collectionner des cartes? Exact. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que tu dois... tu sais, moi, tous les matins, quand je me prépare, j'écoute des vidéos de motivation sur YouTube. Je pourrais bien écouter ça? Ouais, je pourrais bien écouter du compas, c'est sûr. Mais je préfère écouter des vidéos de motivation. Puis je pense que c'est important de diversifier ton portefeuille aussi. Tu sais, comme tu as un salaire, tu as de l'investissement en immobilier. Puis si tu as l'investissement en placement bourse, puis effectivement, si tu as un intérêt pour ce genre de collection-là aussi, c'est quelque chose qui peut te ramener, là. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être des bandes dessinées aussi ou n'importe quoi, quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi, enfin, dans toutes sortes de domaines. Puis pour ça, je te respecte, Maradona, parce que des fois, quand tu parles à des courtiers immobiliers, puis ils sont comme, non, il y a juste l'immobilier. Mais non, pas juste l'immobilier, là. Tu sais, c'est une partie de ce que tu détiens en actifs. Mais c'est pas juste ça, là. Non, parce que tu peux avoir un 5 000, puis comme j'expliquais dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de retraités maintenant qui veulent vendre leur business. Moi, je veux dire, fait que si tu as un certain montant, puis tu entends que quelqu'un veut vendre sa business, si tu penses que ça va être rentable, achète-le. Ouais. Tu comprends? J'ai des amis qui ont acheté de quoi, puis regarde maintenant, ça prospère. C'est vrai? Fait que c'est pas seulement regarder, focuser sur une seule chose, c'est regarder vraiment l'ensemble, puis voir c'est quoi la meilleure stratégie pour toi. Ouais, tu peux acheter... ça, c'est des choses qu'on pense pas, mais tu sais, un dépanneur, tu peux acheter un dépanneur. C'est rentable, un dépanneur. Tu sais, c'est très rentable. Tu achètes le fonds de commerce, en fait, puis tu vas signer le bail de location, tu sais. Puis toutes sortes de commerces, effectivement, là... En parlant de commerce, avant de finir, là, c'est la dernière question. On a oublié de parler. Tu es propriétaire de la salle en Port-Royal. Oui, effectivement. On parle de fonds de commerce et tout. On a complètement oublié. Donc, vous l'avez acheté pendant la pandémie et tout. Fait que c'est une entreprise familiale, donc j'ai mes frères, j'ai mes belles-sœurs là-dedans, donc je ne suis pas tout seul. Ouais. Mais effectivement, pendant la pandémie, il y a eu plusieurs opportunités intéressantes. Tout ce que tu avais des fonds de commerce qui étaient largement en dessous du prix, parce qu'effectivement, c'était comme, il n'y a plus rien qui se faisait. Ouais. Donc, la valeur du commerce a totalement dégringolé et il y avait des très bonnes opportunités. Et donc, cette salle de réception-là, qui est à Montréal-Nord, donc on a 2 grandes salles de réception, 2 salles à l'intérieur. Donc, on fait des mariages, on fait des anniversaires, tout ça. Donc, effectivement, là, on est devenu propriétaire de cet endroit-là. Et c'est un beau parcours aussi en tant qu'entrepreneur. Tu sais, comme de démarrer une entreprise, c'est vraiment gratifiant, là. Ne serait-ce que juste magasiner ta machine Interact. Tu peux pas savoir comment c'est le fun. Pour le vrai. Faire tes cartes d'affaires, ton site Internet. Donc... c'est une belle expérience, effectivement. Ouais. J'encourage toute personne qui veut être entrepreneur de le faire. C'est quelque chose à ajouter à son expérience de vie. C'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile. Non. Si c'était facile, on serait tous au paradis. Parce que si tu fais une erreur, ça te coûte cher, n'est-ce pas? Donc... Oui, j'avais entendu des erreurs que vous avez faites, puis vous avez payé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vu que je connais bien tes frères et tout, ils m'ont expliqué. OK, ouais.
Fait que c'est ça, mais sinon, tu sais, le but d'une entreprise, c'est de générer du profit. Ouais. Donc, par toutes les façons possibles, tu vas chercher à générer du profit. Puis, tu sais, comme on est un bon conseil d'administration, puis c'est ça qu'on veut pour Empire Royal. Allez, checker ça. Merci beaucoup, Nancy. Donc, si on veut te rejoindre, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, vous pouvez me contacter 514-290-8145. Je réponds à vos questions. Tu sais, appelez-moi. Je n'ai pas besoin de savoir que tu vas acheter dans 6 mois. Tu sais. Juste appelle-moi. Si c'est pas ton ami ou quoi que ce soit, juste appelle-moi. Moi, je veux juste te dire. Parce que ça me fait plaisir dans la vie. Tu sais, comme j'ai été enseignante, c'est quelque chose que j'aime transmettre une certaine information de manière simple. Donc, juste m'appelle. Puis merci, Maradona, aussi de m'avoir invité. Merci. Je trouve que tu es un super courtier parce que, tu n'as pas la tête enflée. Je dois le dire. Même si, à ton actif, tu as plusieurs succès. Tu es très abordable. Et tous les clients que je te présente, et pour moi, c'est important parce que moi aussi, je n'ai pas de jugement sur personne. Puis tous les clients que je te propose, que ce soit une hypothèque à 100 000, oui. 100 000, oui. Il y a des courtiers là que ce soit une hypothèque à 100 000, parce que tu sais qu'il y en a une à 800 000 qui va venir. Tu traites les clients de la bonne façon, puis je tiens à te remercier pour ça. Et aussi, tu aimes donner confiance aux gens. Oui, il le faut. C'est ça. Dans le projet qu'ils ont accompli. Très important. Ça, c'est important. Alors, comment qu'on te rejoint, Maradona? Moi, vous savez déjà, sur les réseaux sociaux, El Diego Armando Maradona, man! Contactez sur mon portable 514-799-3822. En passant...